l'effet de porter quelques traces de la langue ou du toujours déjà là du langage. Donc, d'être fait le sujet, le voilà assujetti, Lacan dira assujet, sujet de l'inconscient si on veut, ou encore, ça c'est plus chez Lévinas qu'on le trouve, mais l'idée est exactement la même, c'est un point de jonction très important entre les deux, autre dans le même, trace de l'autre dans le même. Alors, ceci qui peut maintenant peut-être vous paraître aller de soi, en fait, eh bien, c'est un bouleversement radical, extraordinaire, dont, à mon avis, on n'a pas fini ni de prendre la mesure, ni de penser les effets. Et essayer de penser l'éthique, c'était l'idée, et c'est toujours, une manière de commencer à tenter d'en prélever quelque chose. Prélever quelque chose de ses traces, au fond. Et c'est qu'une psychanalyse se joue, à mon avis, dans ces traces, précisément. Elle est un jeu de traces, l'analyse. Elle suit les traces et l'effacement, ou plutôt les traces d'effacement des traces. Et là, voilà donc la micro-analyse dont nous avons beaucoup parlé l'an dernier. Et pour cause. Il n'y a d'analyse qu'avec cela. Je vais y revenir certainement plusieurs fois. La psychanalyse répond à l'appel lancé par Pérec en littérature. Je pense donc à ce livre génial qui s'appelle L'Infraordinaire, et dont j'aimerais tout de suite vous lire l'ouverture. Tout ce que Pérec y écrit, c'est très marrant, enfin c'est très original, vaut pour moi, comme disons, conseil et rappel à tout psychanalyste. Ce n'est pas du tout le propos de Pérec, mais je pense qu'on peut le lire comme cela. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que Pérec a lui-même fait une analyse avec Pontalis, si je ne me trompe pas, et qu'il a dit, Pérec, c'est dans un de ses textes, donc il n'y a rien de... que c'est grâce à la psychanalyse qu'il a faite, qu'il a pu commencer à écrire. Je pense qu'il y a un lien, évidemment. Je vais vous faire la lecture, si ça ne vous embête pas, parce qu'il faut que je vous lise quelques pages, mais disons que c'est un peu une récré, si vous voulez. Donc le livre s'appelle L'Infraordinaire. Je vais prendre le temps de lire un peu, 3 pages. Ça ne se fait pas du tout, mais si ça vous embête, ne me le dites pas. Donc, ce qui nous parle, dit Pérec, alors le texte que je vous amène, que je vous lis, s'appelle « Approche de quoi ?» C'est l'ouverture de ce livre. Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. 5 colonnes à la une, grosse manchette. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent. Et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. Les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés. Les voitures ont pour unique destin de percuter les platanes. 52 week-ends par an, 52 bilans, tant de morts, et tant mieux pour l'information, c'est les chiffres de celle de l'augmentation. Il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un danger. Comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire. Comme si le parlant, le significatif, était toujours anormal, cataclysme naturel ou bouleversement historique, conflits sociaux, scandales politiques. Dans notre précipitation à mesurer l'historique, le significatif, le révélateur, ne laissons pas de côté l'essentiel, le véritablement intolérable, le vraiment inadmissible. Le scandale, ce n'est pas le grisou, c'est le travail dans les mines. Les malaises sociaux ne sont pas préoccupants en période de grève. Ils sont intolérables 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les raz-de-marée, les éruptions volcaniques, les tours qui s'écroulent, les incendies de forêt, les tunnels qui s'effondrent, Publicis qui brûle et Aranda qui parle, horrible, terrible, monstrueux, scandaleux. Mais où est le scandale? Le vrai scandale. Le journal nous a-t-il dit autre chose que « Soyez rassurés, vous voyez bien que la vie existe avec ses hauts et ses bas, vous voyez bien qu'il se passe des choses. » Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il?
Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? Interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question, ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. Mais où est-elle notre vie? Où est notre corps? Où est notre espace? Comment parler de ces choses communes? Comment les traquer plutôt? Comment les débusquer? Les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées? Comment leur donner un sens, une langue? Qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. Peut-être s'agit-il de fonder enfin, je trouve ça vraiment magnifique pour le coup, peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. Non plus l'exotique, mais l'endotique. Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne ou ses lecteurs en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont meublés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons certes, nous respirons certes, nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment, où, quand, pourquoi? Décrivez votre rue. Décrivez-en une autre, comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de vos sacs. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il sous votre papier peint? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone? Pourquoi? Pourquoi ne trouve-t-on pas de cigarettes dans les épiceries? Non, ça a changé. Pourquoi pas? Il m'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives d'une méthode, tout au plus d'un projet. Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et futiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentielles que tant d'autres au travers desquels nous avons vainement tenté de capter notre vérité. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Oui, on peut fermer la porte. Oui, j'ai bien fait. Donc, c'est ça pour moi, ce qu'est pour moi la psychanalyse, au fond c'est ça. C'est cette histoire de trace-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Cet intérêt pour ces choses inessentielles de prime abord et essentielles en réalité. Donc, sur tout cela, sur cette manière de penser l'éthique ainsi, dans ces traces, dans ces questions de traces, etc., de reste, dans ce bouleversement de la question du sujet, tel que Lacan l'a remise sur le tapis, etc., nous ne pourrons pas ne pas revenir, en tant que ceux que nous enseignons ici, dans ce séminaire, depuis 6 ou 7 ans, je ne sais plus vraiment, ça passe par là. Par cette façon de penser le langage, tout petit terrain, la langue, et ça, et ces traces sur le sujet. Traces qui en fait donc un sujet. Ce sont les traces qui font du sujet un sujet. Et pour nous, c'est cela la marque de l'articulation nécessaire entre philosophie et psychanalyse. Faut-il être sourd et aveugle, étais-je en train de demander, avant de lire la phrase de Lacan, ou avant de lire Pérec, et avant de dire avec cette phrase de Lacan, pour ne pas s'apercevoir donc que c'est le lien social qui est sur le divan des psychanalystes. Les conséquences de cela sont importantes, et surtout sur la question de l'exigence de formation incessante des psychanalystes, pour être des psychanalystes, à la hauteur de l'exigence que nous relevons là, car si c'est le cas, si c'est bien le lien social qui est sur le divan du psychanalyste, alors il est obligatoire, si on veut être psychanalyste, de s'intéresser à tout. Pour être bien formé, il faut s'intéresser à tout le temps. En somme, donc, d'être sur le qui-vive en permanence.
Est-ce ainsi vraiment? Le sommes-nous suffisamment? Peut-on l'être sur le qui-vive? Et donc surtout apercevoir la tâche prioritaire qu'indique ici Lacan. N'est-ce pas aussi une autre manière de dire, de nommer, d'appeler, et d'appeler à penser ce que nous avons appelé éthique, ce qui signifie éthique avec la psychanalyse. Donc, puisqu'on a maintenant compris ce qui était fondamentalement en jeu dans et avec l'éthique, quid, comme je le demandais, du lien social. Aujourd'hui, donc, que je commence à écrire ces lignes, et quand je la prononcerai, cette phrase ne sera alors évidemment plus d'actualité, mais est-ce qu'elle pourra encore avoir quelque portée, et à prendre des notes en vue du séminaire, ce jour-là donc, que j'écrivais, un homme armé se promène dans les rues de Paris avec un fusil à pompe qu'il a utilisé à plusieurs reprises, au siège de BFM TV d'abord, puis 2 jours plus tard au siège du journal Libération, puis à la Défense sur l'immeuble d'une banque, la Société Générale. Le même homme armé a pris un automobiliste en otage, l'a finalement relâché et a réussi à disparaître depuis. On en était là. Fait divers, diront certains. Pas sûr, devrons-nous sans doute répondre. Ou bien interroger. Quelles sont les conditions qui rendent possible un tel fait divers? Si l'on tient à la locution fait divers. Un fait, fut-il divers, comme celui-ci, on conviendra peut-être qu'il n'arrive pas n'importe quand, et surtout dans n'importe quel climat. L'on découvrira sans doute, et l'on écrira, je ne m'étais pas trompé, évidemment, qu'il s'agissait d'un fou, un tireur fou. Libé avait titré le tireur flou. Donc, soit. Mais, qu'est-ce que cela expliquera ici, la dite folie? Et n'aurions-nous rien à dire de cela, nous, précisément? De la folie et de la cité, de leur dialectique, de leur articulation, des effets de l'une sur l'autre, et pour dire vite, question de lien social, encore. C'est aussi pourquoi, à ce titre-là, très précisément, l'année dernière, donc de la folie et de la cité, nous nous étions souvent référés à l'histoire, à ce qui se joue dans l'histoire, à ce qui s'y joue de ces questions énormes de la folie et de l'historico-politique. Dès l'ouverture de la première séance de l'année dernière, si vous vous en souvenez, nous avions vu ça avec l'historien Carlo Ginzburg. Et donc le travail de ce qu'il a inventé qui s'appelle la micro-histoire. Ce micro donc, ou presque rien, dont nous avions fait le nœud de la clinique psychanalytique, comme je viens de le rappeler, et qui appelait à une hyper-théorisation incessante dont nous n'avons pas fini de parler puisqu'il s'agit d'hyper-théoriser infiniment le moins que rien. Et dont il m'apparaissait pertinent de rappeler que la psychanalyse, en ses principes, déplace, d'où ma lecture de Pérec, ainsi que la micro-histoire, elle déplace la focale vers le mineur, le rebut, le déchet, les restes, ce qui ne se voit pas, ce qui se cache, ce qui est tu, ce qui est exclu, ce qui s'exclut, ce qui s'entend à peine, et seulement au prix de tant et tant d'efforts, ce que donc le plus souvent on appelle tranquillement détail. Et ce qui est extraordinaire, pour autant qu'on retourne à Freud, c'est bien que c'est exactement, et alors donc avant Ginzburg, pour lequel Freud est un auteur majeur, avec Aby Warburg, c'est qu'avec Freud, donc, c'est exactement, très précisément, cela qui est convoqué comme association libre dans et par la règle fondamentale. Fondamentale, n'est-ce pas? La langue parle toute seule. Et elle pointe bien que ce micro, de la micro-histoire, ce détail, ces restes, cet infraordinaire, selon Pérec, sont au fondement, servent de fondation à la psychanalyse. Ils la fondent, et ils la font. Ils font la psychanalyse. Puis je vais très vite, c'est un rappel donc au titre de la folie, de la cité et de son histoire, je peux dire de leur histoire quand elles sont nouées, d'où l'indissociabilité de la psychanalyse et du politique à quoi je suis en train d'arriver. Bref, dans cette optique, nous nous étions encore l'année dernière, je fais donc des rappels afin que tout le monde puisse reprendre le fil,
Nous nous étions également référés à Max Lafon pour sa thèse sur la famine organisée. C'est d'ailleurs plus compliqué que cela, mais on ne va pas reprendre toute l'argumentation. Sur la famine organisée dans les hôpitaux psychiatriques et partant les 40 000 malades mentaux morts sous Vichy. Nous faisions aussi référence à Annelise Stern encore, et à ce qu'elle a puissamment appelé le savoir déporté, à laquelle Annelise Stern nous avions rendu hommage et dont il est maintenant nécessaire de faire travailler la pensée, donc de nous servir de ce qu'elle a laissé, de sa boîte à outils à elle, qu'elle nous a léguée. Et puis enfin, et bien entendu, nous avions de très très nombreuses références aux différents travaux de Jean Houry, à ses indications cliniques et à leurs effets politiques. Donc, je maintiendrai mon propos et mon début de question à partir d'un climat politique qui n'est jamais sans intéresser l'éthique. Se joint donc cette tresse de l'éthique et du politique, c'est notre question, mais c'est notre question manifeste ou non, depuis un an déjà, beaucoup plus en fait, et peut-être que cela se voyait moins jusque-là. Vous voulez rien dire. Vous faites la tête, quoi. Il n'y a pas de questions, tout va bien. Je continue. Vous faites vraiment la tête. Donc, avant de reprendre et de brièvement décrire ce climat dont j'ai commencé à rappeler la tonalité avec cette fusillade, etc., je tiens à énoncer aussi nettement que possible ce rapport, donc cette interdépendance, disons-le comme cela, de la psychanalyse et du politique. À rebours, donc, je voudrais démonter un préjugé, disons, ce qui, d'après Einstein, n'est pas très jouable, à rebours, donc, de ce préjugé tenace d'un supposé apolitisme de la psychanalyse. Préjugé tenace. Préjugé qui a valu Freud, qui existe encore aujourd'hui pour Lacan, etc., etc. Ce que je dis donc, c'est que la psychanalyse ne peut pas l'être, tout simplement, apolitique. Elle ne peut pas l'être. J'insiste. Si la psychanalyse est ce que j'ai cru pouvoir, depuis des années, et avec vous d'ailleurs, à chaque fois, définir comme soit accueil inconditionnel de la langue, soit comme accueil inconditionnel de l'autre, mais c'est le même en vérité, alors, évidemment, si c'est une de ces définitions, elle ne peut pas l'être apolitique. Elle l'est directement. J'aurais d'ailleurs pu, avec la même phrase, conclure ce que nous avons dû faire, mais je n'ai pas pris le temps de vérifier. J'aurais donc pu conclure, ça paraît évident, avec cette phrase, qu'alors la psychanalyse ne peut pas ne pas être éthique. Ou mieux, afin qu'on ne considère pas ici éthique comme un adjectif, elle ne peut pas, la dite psychanalyse, ne pas être un des noms de l'éthique, et je dirais, et réciproquement. Et réciproquement. Pourquoi et réciproquement? Juste un mot, parce que qu'est-ce que cela voudrait dire aujourd'hui que de penser quelque chose comme l'éthique, donc, sans prendre la mesure ou en considération les apports, je vais dire, fondamentaux, de base, principaux de la psychanalyse, à savoir l'inconscient. Comment l'éthique, dont la question majeure est la responsabilité, et disons la responsabilité d'un sujet, pourrait-elle aujourd'hui réfléchir à fond la question de cette responsabilité sans prendre en considération le bouleversement total que c'est dans une subjectivité que l'inconscient. C'est pour ça que je dis que la psychanalyse est l'un des noms de l'éthique et l'éthique un des noms de la psychanalyse. Ce préjugé donc d'apolitisme de la psychanalyse m'intéresse et m'arrête d'autant plus que, tout aussi bizarrement pour moi, il frappe la pensée et le travail de Jacques Derrida, exactement comme celle de Jacques Lacan. De la même manière, disons, avec la même mauvaise foi, à mon avis. Il faudrait prendre d'ailleurs un jour le temps d'analyser
à quel point, je tiens à dire que ce n'est pas la formule de quand j'aurai le temps, je penserai à ça, mais je pense qu'un jour il va vraiment falloir faire l'étude, et ça prendra du temps, d'analyser à quel point les critiques les plus violentes qui sont adressées à l'un, à Lacan, par exemple, sont également adressées à l'autre, Derrida. Dans les mêmes termes, exactement dans les mêmes termes. L'apolitisme en est évidemment une de ces critiques. L'autre, la plus courante, c'est l'accusation de sophisme. Alors je demande aussi, pourquoi sophisme est-il toujours considéré comme une critique? Donc, accusation de complexité complaisante, de coupage de cheveux en quatre, et plus d'ailleurs, d'écriture trop alambiquée, etc. Prenons donc, nous, ce préjugé-là, celui d'apolitisme, puisque le lien social nous y amène le plus évidemment et le plus naturellement du monde, et que donc, il est notre question au titre de la tresse éthique, politique, psychanalytique.